Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien que nous allons consacrer au thème du voyage. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Choukri Saïdi. Vous êtes, marhaba bik, c'est Choukri, très heureux. Vous êtes voyagiste, vous êtes voyageur. Voilà, les deux. Voilà, les deux. Et c'est très important parce que, voyant votre parcours, moi vous m'avez rappelé un petit peu mes études où j'étudiais les géographes arabes qui étaient des géographes de l'observation. Yani, Michel Ouahad el-Balad, et il ramène ce qu'il dit, c'est ce qu'il a observé de ses yeux. Et il y a Al-Bakri, Ibn Battuta, bien sûr, l'un des plus célèbres. Voilà, tous ces géographes du 10e, 11e siècle, 9e, 10e, 11e siècle, qui ont apporté des cartes très bien détaillées. Et il y a eu Roger Idrissi, qui a été le géographe de Roger II de Sicile. Oui. Alors, qu'est-ce que le voyage apporte? D'accord. Je vais revenir un peu en arrière, si tu le permets bien. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Nous sommes des voyageurs. Les Arabes, nous sommes des voyageurs. Et les Arabes, à la base, c'est des Bédouins qui se déplaçaient d'une région à une autre. C'est des nomades. Nous sommes à la base des voyageurs. Ouais. Nous sommes musulmans. Ouais. On a 5 piliers de l'islam. Un des piliers, c'est de voyager. Le Hajj, c'est un voyage. Le Hajj, c'est un voyage. C'est un pilier de l'islam. Absolument. Donc, par la foi, par la tradition, par les origines, nous sommes des voyageurs. Donc, pour moi, celui qui ne voyage pas, il quitte tout ça. Il quitte sa vraie personnalité. Il va en contresens de sa vraie personnalité. Ah, c'est important ça. Ça veut dire que celui qui reste sédentaire toute sa vie, il y a, par rapport à son identité, il y a quelque chose qui ne va pas. Pire, moi je dis, il n'existe plus. Moi je dis, je voyage, j'existe. Ouais. Le voyage, il est lié à mon existence. Et je dis, l'existence des Arabes était liée, leur survie à bouger, la survie de l'islam à bouger pour faire un pays de l'islam. Et l'être humain, s'il ne voyage pas, pour moi, il est mort. Il est mort. Pour revivre, c'est comme une rivière. Si elle ne bouge pas, la rivière, elle est morte. C'est comme un animal féroce. S'il ne bouge pas, il est mort. Voyager, c'est vraiment pour moi, c'est la survie. Et c'est d'autant plus important, c'est Choukri, que, en fait, encore plus aujourd'hui dans ce monde qui est celui de la mondialisation, comment rester sédentaire? Exactement, ça c'est un autre Là, c'est problème. vraiment mourir. Là, c'est vraiment. Il y a celui qui croit aujourd'hui qu'il a trouvé un emploi où il préfère, il reste dessus, il croit que ça y est, ça y est, j'ai gagné. Et il va vite se rendre compte que c'est terminé ce monde-là. En fait, ces personnes sont dangereuses pour elles-mêmes et pour la société. Parce que généralement, les personnes les plus enfermées sur elles-mêmes, sur leurs idées, sur leur position, sur leur vision du monde, c'est les personnes qui ne voyagent pas. Et les personnes les plus ouvertes, les plus tolérantes, les plus productives dans la société, ce sont les personnes qui voyagent. D'accord. Vous êtes même originaire de Tunisie d'abord. Oui. D'où vous venez en Tunisie? Je suis du sud tunisien, d'une belle ville qui s'appelle Gabès. Qui s'appelle Gabès. Donc, Gabès, il y a plein de gens, le Janoubia, qui connaissent bien Gabès. Ibn Battuta l'a décrit, c'était un paradis sur terre, il y a 1000 ans. Jannat Allah fil ard. Jannat Allah fil ard. Voilà, Ibn Battuta, il a décrit comme était un paradis parce que vient d'une ville. Ça va faire plaisir à M. Ajroudi, ça. Voilà, parce qu'elle a en fait une spécificité. Jannat Allah fil ard. Voilà, en fait, c'est un oasis avec des montagnes et un désert qui est très très proche et qui est sur la mer. Ça fait 3 géographies différentes, uniques dans le monde. Et peut-être qu'il l'a dit aussi, alors peut-être sur l'aspect physique, mais aussi les gens. Les deux, je crois que les deux aussi. Parce que les géographes, ils faisaient aussi ils répertoriaient un petit peu, ils classifiaient en fait, par rapport aux gens, comment ils étaient. Les géographes, les voyageurs d'avant sont très sensibles à l'accueil des gens. Voilà. Parce que voyager sans argent, et leur voyage... Et risqué, c'est pas un voyage... Non, mais même pour manger, pour survivre, ça c'était résolu par l'amabilité, la qualité d'accueil des gens. Ils leur donnent à nourrir, à manger, parfois ils se marient même par ces gens-là. Sur place. Et s'il y a des émirs, des princes sur la route, c'est eux qui donnent de l'argent pour continuer à faire leur voyage. Donc c'est sûr que la sensibilité d'un voyageur, c'est très fortement lié à l'accueil qu'il a reçu dans la ville où il est passé. Alors, vous quittez Gabès, vous vous installez à Paris, puis
je suis venu pour finir mes études, en fait, en ingénieur en informatique. Ouais, ouais. Est-ce que, maintenant vous êtes voyagiste, est-ce que il y a des circuits vers Gabès? Est-ce que j'ai des circuits vers Gabès? Non, pas spécialement Gabès, mais pour la Tunisie, oui. Ouais, d'accord. Et je suis en train de développer via mon agence de voyage des circuits pour les Brésiliens, pour l'Amérique du Sud. Pour emmener les gens au Brésil ou pour ramener les Brésiliens? Pour amener des Brésiliens en Tunisie. En Tunisie. Voilà, très important parce qu'on parle d'une crise du tourisme en Tunisie aujourd'hui. Voilà, en fait, étant amoureux d'Amérique du Sud, j'ai beaucoup voyagé là-bas. Ouais. Et j'étais choqué, surpris, à quel point les Sud-Américains aiment les Arabes. Et à quel point ce peuple sud-américain, brésilien, argentin, chilien, paraguay, se sent proche, ce sont des... Il aime les Arabes. Quand on dit nous sommes Arabes, ils sont contents. Ils nous accueillent, ils nous invitent chez eux, ils admirent notre culture, ils sont très curieux, ouverts vers l'islam. Donc tout ce qui vient du monde arabe, ça les fascine. Mais je pense qu'il y a un lien qui est inconscient dans l'histoire. Il y a un lien fort déjà, c'est l'anti-américanisme en fait. Ah, déjà? Ah oui, parce qu'ils voient les Arabes, c'est dans la révolution anti-capitalisme, entre leurs voisins du Nord. Les États-Unis, eux n'aiment pas leurs voisins du Nord. Ils voient que les Arabes, ils ont fait beaucoup de soucis avec les Américains. Donc, un des axes, c'est ça. En plus, il y a beaucoup d'Arabes qui ont voyagé chez eux, les Libanais. Qui ont une belle image, qui sont même arrivés des présidents en Argentine. En Argentine, notamment. Donc, du coup, quand on est en Amérique latine, il faut dire que nous sommes Arabes. D'accord. Ça ouvre beaucoup de portes. C'est un passeport intéressant. Donc, à fur et à mesure, j'ai fait des relations avec des professionnels du voyage. Ils m'ont tous demandé de... Au Brésil. Voilà, au Sao Brésil. Paulo, Rio. Sao Paulo, Rio. Le sud-est. Voilà. Ils me demandaient, fais-nous des circuits dans ton pays. On sait que les Brésiliens aiment voyager dans un pays arabe. Très bien, très bien. Voilà. Et comment ils ont vu cela, la Tunisie, alors? En fait, la Tunisie est très peu connue à l'extérieur. On dit Algérie, le voisin de l'Algérie. Là, il se repère mieux. On dit Maroc, c'est très connu. D'accord. Algérie, c'est connu. La Tunisie, c'est peu connu. En Amérique du Sud? Oui, parce que même le mot Tunisie, c'est français. Eux ne parlent pas français. D'accord. Tunis, c'est en arabe. Donc, eux, espagnol, portugais, c'est Tunis. C'est un peu... D'accord. Il faut le situer, c'est petit. Donc, on se réfère toujours par rapport à l'Algérie. Excusez-moi, je connais ça. Là, ça veut dire que l'Office du tourisme tunisien, il a pêché un petit peu. Il n'a pas bien fait. Je sais pas. Il y a une communication à faire quand même pour faire connaître une destination. Il y a des salons en Amérique du Sud, mais je pense que l'Office du tourisme doit se déplacer là où il y a déjà la demande. Oui. Là, je suis plus à l'aventure. Là, je suis plus à l'aventure parce que j'y crois que ce qu'on appelle les marchés lointains, ça, c'est des peuples loin de nos pays. Il n'y a pas de vol direct, donc ça, c'est un peu compliqué. Ils parlent portugais. Donc la langue aussi, Voilà. Donc là, c'est moi plus à l'aventure. Par passion, par ces peuples, parce que je crois que ces peuples aussi, et je sais, c'est pas je crois, je sais qu'ils sont passionnés par le monde arabe. Moi, je les ai croisés à Dubaï, en Jordanie. J'en profite pour saluer mon ami André Neto, qui était un journaliste brésilien qui a fait tout le monde arabe. Tout le monde arabe. Voilà, c'est extraordinaire. C'est une preuve. Il a même il a été retenu en otage en Libye en 2011, quand il y a eu la guerre en Libye. Voilà, et je crois que même les Arabes, quand ils découvrent le Brésilien, les peuples brésiliens, ils vont aussi tomber amoureux d'eux. J'en suis convaincu. Voilà, on a beaucoup de points communs, ils sont plus joyeux que nous, c'est tout. Ils sont beaucoup plus cool par rapport à Paris. Par rapport aux Arabes. Par rapport aux Arabes aussi. Oui. D'accord. Quand on va dans un marché en Tunisie ou... Tu vois, on voyage avec un Afrique, on voyage. On va à un marché en Tunisie ou au Maroc. On dit à un commerçant, ça coûte combien? Il dit 10. On dit c'est cher. Il s'énerve. Il va s'énerver, on va avoir des grimaces. C'est vrai. On va au Brésil, on dit ça coûte 10. Il dit ça coûte 10, on dit c'est cher. Il va sourire. Il va dire obrigado, merci. Et c'est choquant, il ne s'énerve pas. Ils sont gentils. Là, c'est beau. Là, on est pareil, mais sur ce côté-là, je pense que... Ben alors, votre activité, qui est située donc à Paris, et vous êtes amené à inviter les gens à des voyages tels que ceux-là. Absolument. À des voyages vers des destinations pas toujours prisées, pas toujours connues même, ou qui sont lointaines. Par exemple, vous revenez... vous avez fait un voyage avec un groupe vers la Bosnie. En Bosnie et Herzégovine, oui. La Bosnie, pour beaucoup de gens, ça reste encore une image. Il y a la guerre. Et ça me choque. Parce que quand je disais aux gens, on va en Bosnie, ils disent il y a la guerre. Ils croient que c'est encore la guerre. Mais ça fait 20 ans que la guerre est terminée. Et soit les gens, parce qu'ils ne voyagent pas, c'est choquant, comme si on dit en Algérie, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ou c'est encore... la guerre d'indépendance. C'est comme si on disait Paris est occupé par les Allemands. Exactement. Et nous, ça nous choque parce que réellement, les gens croient qu'encore il y a la guerre en Bosnie.
Alors qu'on a un pays extrêmement beau. Sarajevo, c'est comme Istanbul. C'est les cafés, les bazars, les souks, les bars. C'est une ambiance trop vivante. 10 fois plus qu'à Paris, 10 fois plus que chez nous. Ça, c'est inconnu, ça. Et c'est impressionnant. Les gens qui vont, ils appréhendent. À la limite, ils ont peur. Ouais. Ils arrivent, ils sont choqués qu'ils sont beaucoup plus en sécurité dans ces pays que chez eux. Et c'est pour ça qu'il faut voyager. Ouais. C'est une des raisons réellement pour voyager. Donc ça veut dire que les gens qui sont allés avec vous ont été surpris de ce qu'ils ont trouvé. On a fait du ski, de motoski, on a fait des villages médiévaux, on a fait cueillette de miel dans les montagnes, on a fait des méchouis sur des barbecues sur des rivières trop belles. Les gens, et crois-moi, c'est la deuxième fois qu'en Bosnie, quelqu'un de mon groupe, il va dans les agences immobilières pour chercher acheter une maison. Yeah. Et ils ne se connaissent pas. Il vient me dire, voilà, je suis en train de voir, peut-être il faut acheter ici pour les vacances. Est-ce que... Donc il faut que 4 jours pour changer la mentalité d'un être humain. 4 jours, ouais. Il ne connaît pas, pour lui c'est la guerre, il y va d'ailleurs, il va investir. Au bout de 4 jours, il va investir dans ce pays. Est-ce que, Chokri, le voyage, on a cette idée que le voyage ça coûte cher. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend. En fait, ça dépend, c'est comme dans la vie de tous les jours. Si on cherche du confort, on va payer plus cher. Oui. Si on est quelqu'un économique, on a envie que hôtel pas cher, vol pas cher, aujourd'hui c'est possible. D'accord. Donc il y a 2 modes de voyage en fait. Soit on voyage avec son sac à dos, là on est vraiment dans l'économie, mais il faut supporter les conditions avec. C'est un mode de voyage qui est beau, qui était très beau, je l'ai fait moi-même. Moi j'ai fait le tour du monde il y a 10 ans. Donc je voyageais comme ça, c'est très beau. Mais c'est différent du voyage, on veut un hôtel 4-5 étoiles, on a besoin un peu de confort, on a besoin d'un guide qui nous accompagne et qui nous explique l'histoire du pays. Donc c'est 2 modes différents, donc ça ne coûte pas cher. C'est juste nos exigences qui vont définir le budget du voyage en fait. Mais alors, est-ce que, autre question, aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, 2018, les musulmans, les arabes d'une manière générale, la presse ne leur a pas fait toujours une bonne image. Est-ce qu'on le ressent? Alors, a priori, quand c'est en Amérique du Sud, non. Vous avez dit non, c'est plutôt l'inverse. C'est pas la faute de la presse, moi je crois. Alors, c'est la faute à eux. Ils ne voyagent pas. Moi, je commençais à voyager en 2001. C'était après les événements de 2001. Ouais. Et je voyageais avec un passeport tunisien. Ouais. Et je venais dans des pays, quand j'arrive aux frontières, je croise des gens, des Américains, Australiens, on voyage ensemble. On est aux frontières, je dis écoutez, allez-y à l'hôtel, je vous rejoins. Ils me disent pourquoi? Je dis parce que moi je vais t'arrêter. Ouais. Et je le savais, c'est à la limite volontaire, c'est à la limite un passe-temps. Ouais. Parce qu'aux frontières, ils n'ont jamais ou rarement ou peu vu un passeport arabe. Ouais. Donc ils ont raison de se méfier. Parce que les peu d'Arabes qui sont venus chez eux, ils ont fait des problèmes. D'accord. Donc c'était une raison pour laquelle j'ai créé le club de voyageurs arabes Rahala. Alors, comment ça s'appelle la Rahala. Rahala. Rahala, c'est un club de globetrotters. De globetrotters. Le but, c'est qu'il faut motiver et demander aux Arabes de voyager pour qu'ils parlent d'eux-mêmes aux autres peuples du monde. Il ne faut pas que les autres peuples du monde les découvrent via les médias. C'est leur faute. Et malheureusement, dans nos pays arabes... Alors, comment on en est arrivé à ce que des Arabes qui sont des voyageurs infatigables, on en a parlé, à des gens qui ne voyagent plus? C'est du matérialisme, en fait. Quand on va au bled, on voit que la concentration des gens, c'est acheter une maison et une voiture. Et qui sont dans ce cycle-là c'est un piège. Une maison, il faut une vie pour la construire ou pour l'acheter. Une voiture, pareil. Donc, la priorité numéro 1 que j'ai vue, en tout cas, c'est mon avis, c'est que les gens sont devenus matérialistes. Il faut avoir plus de maisons, plus grandes maisons, plus belles voitures, une autre voiture. C'est pas en train de changer, ça? C'est en train de changer, mais doucement. Doucement, ça commence. On va dire il y a 10 ans que ça commence, que les gens commencent à voyager. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Si je prends en Europe, un jeune de 20 ans, je suis conscient des difficultés, faciliter des choses, hein, mais quand même, un jeune de 20 ans, je suis sûr qu'elle a fait minimum 20 pays. Un jeune de 20 ans en Tunisie, en moyenne, elle a fait 1 ou 2 pays. 1 ou 2 pays. Et c'est pas la faute de visa. Le monde, c'est pas Schengen. Le Brésil, c'est sans visa ou un visa très facile pour les Tunisiens. Le Japon, c'est sans visa. La Serbie, c'est sans visa. La Russie. Toute l'Afrique, c'est sans visa. La Biélorussie, c'est visa très facile. Donc c'est juste une volonté de voyager. Ou non. Ou non. Voilà. C'est pas question de finance. Alors, invitez-les à voyager. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce qui va changer en eux? Comment vont-ils s'enrichir par le voyage? Je vous dis une chose. Moi, quand je dors le soir, qu'est-ce que je vois? J'ai marché au pôle Sud.
J'étais dans des plages de pingouins, d'éléphants de mer, tout seul. J'étais au pôle Nord, j'étais dans des forêts où il y a des ours, c'est écrit attention, si un ours vient. J'étais dans des forêts en Amérique du Sud où c'est écrit il y a des tigres. Ouais. Avec mode d'emploi, si vous voyez, si vous croisez un tigre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces sentiments d'adrénaline. J'ai vécu dans le temple Shaolin, en Chine. J'ai fait de Kung Fu pendant plusieurs jours avec les moines chinois. Ça pour comprendre la culture chinoise. Ouais. Donc j'ai des dizaines, j'étais kidnappé au Chili, je paye un taxi, il m'a sorti un flingue. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui font le soir quand je dors, je suis content. Je ne regrette rien. J'ai dit, j'ai voyagé. J'ai vécu. J'ai vécu, alhamdoulilah. Voilà, donc ma vie, après attention, chaque voyage c'est un apprentissage. Ouais. Soit apprentissage culturel, soit, moi j'aime l'histoire, donc j'ai appris la civilisation du monde, comment elle a été faite, ça m'a servi dans mon métier, dans ce que je veux, dans ce que j'aime. Soit économique, je pense aider par ici, aider par là, on construit un projet par rapport aux expériences qu'on a vues autour. Mais je ne conçois pas ma vie sans cet ensemble d'expériences vécues pendant mes voyages. Vous êtes un Marco Polo? Je vous provoque. Je suis un Rahala. Pourquoi pas un Marco Polo? Qu'est-ce qui... Marco Polo, c'est le pire exemple qu'il voit. Et ça me choque. Hein, dans des pays arabes, je vois des cafés Marco Polo, par exemple. Mais je dis, vous devez avoir honte. Parce que, un, il faut se référer à nos voyageurs à nous. Et il y en a. Et on a beaucoup plus. Et deux, ce que Marco Polo, ce qu'il a laissé comme trace, c'est un livre, c'est en anglais The Million of Lies, le million de mensonges. Donc, si quelqu'un est venu dans le Moyen-Âge, en Europe, où le moral des Européens était très bas, donc il cherchait des héros. Et comme Marco Polo est parti en expédition plus politique jusqu'en Chine, il a raconté beaucoup de salades. Hein, parce que, pourquoi on appelle million? Parce qu'il dit, j'ai vu 1 million d'éléphants, 1 million de girafes. Pour lui, tout est 1 million. Alors que si on prend un livre d'Ibn Fadla ou Ibn Jubayr, il a écrit un livre, Voyage à la Mecque. Il décrit au centimètre près tout ce qu'il voit. Il a décrit Kaaba pour 40 ou 50 pages de description de la Kaaba. Donc aujourd'hui, quand on veut se référer à l'histoire, même mondiale, même chez nous, ou même dans plein d'autres pays au monde, on prend les livres de voyageurs arabes. On ne prend pas les livres de Marco Polo. Absolument. Le voyageur arabe, quand il est passé, il a laissé une trace écrite. Précise. Très précise, la plus précise qui soit. Qui a été confrontée à la recherche archéologique et qui était justifiée. Mais c'est pour ça que je donnais l'exemple de Idrissi, quand Roger II de Sicile lui demande une carte, cette carte faite par Idrissi a été reprise par ensuite tous les souverains d'Europe. Marco Polo, malheureusement, il est plus connu que les autres voyageurs arabes, alors qu'il a fait un voyage politique qui a incité même le roi de la Chine de faire la guerre. Ça, c'est notre côté de l'histoire. Et que derrière, il a ramené que des mensonges. Et on considérait qu'un grand voyageur... Donc vous n'êtes pas du tout, je suis anti... non. D'accord. Je suis Ibn Fadla, je suis Ibn Jubayr, je suis Ibn Battuta. Bah déjà, les faire connaître, ces gens-là, ces géographes, dans les écoles, au plus petits, c'est les inciter à être des voyageurs. Absolument. Et ça, c'est pas fait déjà, ça. C'est pire que ça. Moi, je vais raconter une anecdote. J'étais à Tanger, au Maroc, et j'ai cherché le tombe de Ibn Battuta. Personne, quand je dis personne, n'est au courant que Ibn Battuta est enterré à Tanger ou qui est à Tanger. Un chauffeur de taxi, 70 ans, m'a dit, je te parie qu'il n'y a pas à Tanger un tombe de Ibn Battuta. Il a garé sa voiture dans la vieille ville, on a cherché dans la ville, on a trouvé un mausolée Ibn Battuta, il est enterré dedans. Quand on a quelqu'un, si Ibn Battuta était en France, ça sera comme Napoléon Bonaparte. Il y a une statue. Ben oui, c'est le plus grand voyageur de tous les temps. Ibn Battuta, c'est la personne qui a le plus voyagé et qui a laissé la trace écrite, la plus grande trace écrite d'un voyage dans le monde. Je vous invite à lire sa biographie. Son livre est à la bibliothèque François Mitterrand. Le livre original d'Ibn Battuta, il est en France. Extraordinaire. Voilà, parce qu'ils savent la valeur de nos voyageurs. C'est même pas triste. Oui. Parce que nos enfants, ils ont besoin de références. Eh oui. Quand on apprend deux choses, un, qu'on est voyageur, donc on peut se projeter sur nos ancêtres à nous. On n'a pas besoin d'un modèle extérieur, parce que nos voyageurs, c'est aussi des voyageurs musulmans. Donc ils peuvent voyager dans un cadre éthique, un cadre lié à la culture, tout à fait... C'est ce que vous avez cherché en allant en Bosnie? C'est quand même un pays musulman en Europe. Voilà, en fait, j'ai cherché deux choses en lançant le voyage en Bosnie. Le premier, on dit qu'ils sont des musulmans européens isolés. Que nous, musulmans en France, on ne connaît rien sur eux. Et c'est un peu triste. Il suffit de 2 heures de vol, on trouve un peuple musulman comme nous,
un pays européen comme nous, on peut être à l'aise, ils sont très contents de voir les Arabes, tout y écrit en arabe. Hein. À l'aéroport, c'est Ahlan wa Sahlan fil Bosna. Donc, point numéro 1, c'était de faire connecter des peuples musulmans européens qui ne se connaissent pas, qui ne sont même pas au courant que l'un ou l'autre, il y a de l'intérêt entre eux. Et deux, parce qu'un musulman français, une femme qui porte le voile ou un homme qui porte une barbe, ou quelqu'un qui veut manger du halal, il n'aura aucun mal en Bosnie de se faire plaisir. On a fait du ski, la moitié des femmes, c'est des femmes voilées. Donc c'est très léger, on mange du méchoui, du barbecue, halal. Donc ça permet à un voyageur musulman, là on va parler de plus éthique musulmane, de voyager, mais vraiment à l'aise, très très bien. D'accord. Après, le voyageur, il est bon aussi qu'il rencontre des non-musulmans, c'est-à-dire qu'il s'ouvre à des cultures qui lui montrent que ce monde est divers, varié, que les gens non-musulmans ont aussi beaucoup de choses à lui apporter. Pour moi, que je parlais plus du Brésil que de la Bosnie. Oui, oui. Alors au Brésil, par exemple, musulman. Ouais. L'Amérique du Sud. Rien que ce sourire dont vous parliez, il apporte beaucoup. Moi, j'ai fait dans les 70 pays au monde. Quand j'ai quitté le Brésil, j'ai pleuré. C'est le pays qui vous a le plus marqué? Par les gens. Ouais. Voilà. Après, il y a des pays plus beaux dans la géographie, dans ce qu'il y a dedans. Mais le peuple brésilien, c'est des non-musulmans, mais j'ai pleuré à la frontière. Je dis, il faut que mon voyage continue, je ne peux pas m'arrêter là. Mais c'était beau, c'était... Merci beaucoup, Chokri. Je t'en prie. C'est vraiment délicieux de vous écouter. Merci. Et je pense que c'est ça qu'il faut enseigner, même dans une, entre guillemets, politique de la survie. Il n'est plus concevable aujourd'hui d'enseigner à nos enfants, aux gens que nous aimons, que la sédentarisation, c'est la panacée, c'est avoir réussi sa vie. Non. Je peux ajouter un exemple? Bien sûr. L'Australie impose aux étudiants, quand ils font le bac, ils ne peuvent pas entrer à l'université avant de faire un an tour du monde. Ben voilà. Donc voilà un exemple d'une culture non musulmane qui a compris qu'on veut, écoutez, nous on veut des gens intelligents, on veut des gens ouverts. Donc débrouillez-vous, vous faites le tour du monde et vous revenez. Voilà. Vous allez d'autant plus être de bons serviteurs pour votre pays. Exactement, parce qu'ils vont faire le bon choix d'études. Ils vont se connaître mieux. Ils vont se grandir, exactement. Le voyage, en réalité pour moi, il est voyage interne avant. D'abord. C'est de mise en cause, de découverte. Après, c'est la découverte de l'autre. Mais on se découvre soi-même. Déjà, le mot voyage en arabe, c'est safar. Mais l'asfar, yusfar aché. Un plat, il est couvert. On le découvre. On l'ouvre. C'est pour ça que les Arabes ont appelé safar par ce mot-là, parce que quand on voyage, on connaît sa vraie personnalité. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est Omar ibn al-Khattab qui disait, parmi les conditions qui permettent à quelqu'un de dire qu'il connaît une personne, il y a est-ce que vous avez voyagé ensemble? Exactement. Je ne peux pas dire je te connais parce que je te rencontre le soir à la mosquée. Ça vaut presque rien, ça. Voilà. Je te connais, est-ce qu'on a fait des affaires ensemble? Est-ce qu'on a voyagé ensemble? Donc le voyage est très important. Donc le voyage, c'est se connaître soi-même. Et connaître l'autre. Et l'autre, ça peut être un musulman, non-musulman, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres économies. Toutes les civilisations sont développées avec ça. Merci beaucoup, Chokri. Shukran. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV.